Promesses et limites de l'intelligence artificielle, table ronde animée par notre confrère Benoît Georges, qu'on invite à nous rejoindre sur scène tout à On l'heure. va revenir en 2017, On va revenir dans le mais avec réel. un thème qui a quand même longtemps été du domaine de la science-fiction, l'intelligence artificielle, et puis qu'il n'est plus maintenant, qui est devenu un thème d'actualité. Ça fait 18 mois que AlphaGo a battu le champion mondial du jeu de Go à Séoul, et depuis, c'est la déferlante. On en parle partout, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de promesses, il y a beaucoup d'attentes de la part des entreprises, de la part des particuliers. Il y a aussi beaucoup de déclarations plus ou moins catastrophiques. On va essayer de faire le point aujourd'hui où on en est en 2017 sur ce thème. C'est le but des 3 quarts d'heure qui vont suivre. Très bien. Eh bien, écoutez, on vous laisse. Voilà. Et on vous laisse Merci inviter beaucoup. vos participants. Et pour cela, on va avoir le plaisir d'accueillir Wolfgang Walster, qui va nous faire un keynote de présentation. Je vous invite à nous rejoindre. Et j'invite aussi à venir avec moi sur scène pour écouter le keynote et pour participer à un débat Cornelia Schmidt, Olivier Klatz et Jean-Marc David. Wolfgang Walster, vous êtes le directeur et CEO du DFKI, le centre de recherche d'Allemagne pour l'intelligence artificielle. Vous êtes aussi professeur d'informatique à l'université de la Sarre. Et avec nous, Cornelia Edinria, elle est directrice de recherche au centre INRIA Grenoble-Rhône-Alpes. Il y a aussi Olivier Klatz, qui est patron de start-up. Bonjour Olivier. Et Jean-Marc David représente le groupe Renault, pour lequel il est expert en intelligence artificielle. Et pour ouvrir le débat, on va commencer par votre présentation. Je vous laisse la parole, professeur. Merci beaucoup. Thank you very much for the invitation, Antoine and Indria. Happy birthday to Indria. It's my task to give a very short introduction into the very fascinating field of artificial intelligence. I think, first of all, let me point out that today we are facing a second wave of digitalization. The first wave, INRIA was one of the important players in it, namely to introduce that all the data are stored in a digital way. They are recorded, transmitted, processed. Yes? We have a little problem. So Yeah, okay. Yeah, sorry. So I just said that we have today the second wave of digitalization. The first wave was that all the data are recorded in a digital way, they are stored, transmitted, and processed. And now we are facing the big revolution. Like a tsunami, a second wave is coming, and this wave means that the digital data actually can be understood partially by software and by computer systems. The data can be refined, actively used, and monetized. That's very important. So we move from the age of machine-readable data to machine-understandable data. Machine-understandable data is based, of course, on artificial intelligence and machine learning. In Germany, our idea was that we combine big data for learning and artificial intelligence as a kind of jet engine for smart factories, the factory of the future. We call it Industry 4.0, the fourth industrial revolution. I coined this term in 2010, presented it to our chancellor, and it was funded heavily, actually with more than 1 billion euro up to now. It's a big success and internationally widespread. The second future project is to go from the smart factory to smart products, products which have some intelligence injected. And on the basis of these products, like the smart car, we can use this as a platform for smart services. And all these systems, smart factory, smart product, and the smart service, produce more data. And so it's really like a jet engine, as you see it here. It boosts all these parts of the economy. And so our strategy for Europe is that we actually inject artificial intelligence into our products, where we in Europe are still leading as an export country worldwide. So our chancellor once said, you know, the first round was on the internet for consumers, but now we are in the internet of things and services, and Europe is still ahead of the United States of having really
high-quality premium products, like our cars. The next generation of car is, of course, an autonomous car, and it needs artificial intelligence. Manufacturing equipment, which is used for the next industrial revolution, of course, becomes intelligent. Here in France, we saw already medical applications are really relevant, and of course, without intelligent image understanding, you cannot build the next generation of medical equipment. In home appliances, we have the best quality worldwide, and of course, the smart home of the future will be driven by the intelligent dishwasher. And finally, I think in Europe, we are also ahead in agricultural machinery, especially high precision farming for other continents. Now, especially when we look at the Macron-Merkel plan for a joint disruptive project, I think there are many opportunities AI-based when we go to so-called long-term autonomy. Recently, when we heard about the fusion of TGV and ICE, Alstom, Siemens, the next generation of trains, for sure, ultra high-speed trains need autonomous systems. So again, AI plays a key role. Or if we look to the next generation of electric cars for autonomous driving, we have the Smart, which is actually designed in Germany but produced here in France. Or the Airbus success story, I think it should go on with robot co-pilots and pilotless trains. So what does it mean when we eject AI to smart products and services? It means, as I said, that the products become autonomous, proactive, adaptive. Of course, they should be self-explanatory, fault-dependent. They are all self-learning, self-healing, some of them, interoperable and collaborative. These are the key features which are added to the conventional systems which we have today. Now, we already designed an architecture for autonomous systems, and you see some of the components which we will discuss soon are sensor interpretation of cognition is key, learning and reasoning. Here, INRIA was always very strong. In general, I think France was leading in this field of reasoning, especially deduction, but also learning. Planning is something where I think France and Germany are leading worldwide. We have the best AI-based planning systems, not in the United States, but here in France and Germany. Plan recognition, communication, and collaboration. These are the basic components which we need for advanced long-term autonomy, of course combined with innovative sensor and actuator systems, communication with the environment and with humans, and all based on models which are automatically learned, like the domain models, the task models, and the user models. So when we look at software components, I think that INRIA was extremely successful in devising such components which are now the building blocks for the next generation of application systems, both in sensing, in understanding, but also in acting, real acting. The robots come in here, or soft bots. So just to give you an impression, I just have listed here 3 systems which are very famous, also used in Germany, like COG, Automated Reasoning System, the learning package, or Todd, of my colleague from Grenoble, image and video understanding components, but there are many more. I think every thing which you see here could be done by INRIA, but also by DFKI, so we should have a joint effort in Europe to come up with AI on demand. We are planning now a FET project and other projects in the next framework program to deliver such a open source and freeware for AI on demand for small and medium enterprises. In Germany, we just launched a new platform, as I said, which is called Learning Systems, which is headed by Fraunhofer and DFKI. And here you see that we concentrate in the verticals on mobility solutions. I talked about trains, ships are also important, autonomous ships,
autonomous aircrafts. And then, of course, hostile to life environments like space exploration, underwater robotics, but also robots which, at least in Germany, demolish our last nuclear power plants. Healthcare and medical technology were mentioned already. The first autonomous systems based on deep learning have been development. Of course, in cars, I think Europe is leading in patents on autonomous cars. Altogether, we have more than 600 patents here. United States only 120. So we will see who will win this race for autonomy in cars, autonomous underwater robotics. But for Germany, I think the autonomous systems for production are the most important right now because we are in the middle of a new revolution. Let me point out that, of course, there is enough work for the next 50 years of INRIA. There are so many deep open problems for deep learning, for instance, just to give an example, which have to be solved based on mathematics and informatics. For instance, of course, there is the overfitting problem. If you train these networks too much, sometimes they don't deliver the results you expect anymore. There is the problem of sparse data or missing data even for many rare and anomalous situations. So we are now working with the German car industry for generating synthetic data for all our sensors. For video sensors, this is simple, but think about radar sensors or laser scanners. This is quite hard. We don't know how to delete contaminated data which were used for training our networks. So once you have integrated contaminated data in such a learned system, then you have a hard time, and in most cases you actually have to get rid of the whole system and start from scratch. Weak explanation capabilities, this is a very big concern because most of these networks cannot explain their proposed decisions. Of course, we don't understand scientifically really how to engineer and develop such an architecture for machine learning. And of course, we still have the problem of some false alarms. So these are some of the interesting open problems, but there are also some, let's say, more political, social problems with AI, because there are some people, unfortunately, in most cases, they are also not the best scientists in the field, but they generate a lot of nonsensical, what I would call pseudoscience. It's very dangerous. It's a mixture of religious belief, scientific speculation, and science fiction. For instance, people like Ray Kurzweil, they disturb our research by talking about transhumanism, singularity, superhuman intelligence, the omega point, intelligent explosion, or meta-intelligence. I think this is very dangerous. I think that artificial intelligence is just one of the areas of computer science and mathematics, or applied mathematics, and we should be serious what we can do and what we cannot do. We are extremely far away from something which one could call singularity. Humans are in most of the tasks much more better, but nevertheless, AI is a very exciting field. Let me close by bringing my best wishes from all the German computer science institutions, Max Planck, our DFKI, and many other organizations. We are proud that we can collaborate with INRIA, and I hope the best for the next 50 years. Merci pour votre attention. Thank you very much. Thank you very much, Professor. You can join us. We will try to do, without the help of any artificial intelligence, a kind of bilingual conversation. Maybe you need something to translate what we'll say in French. I understand more. You understand French. Or Cordelia can help you. Nous allons faire une tentative de, sans aide d'intelligence artificielle, de débat bilingue, français-anglais. On va pas parler, je ne parle pas allemand, Cordelia le parle, mais on va. Et si vous avez un souci ou que vous avez besoin de préciser, n'hésitez pas et intervenez en anglais, je traduirai. Dans votre présentation, vous avez parlé de TOT, qui est parmi les briques
d'intelligence artificielle dont vous parlez. Il y a le laboratoire que vous dirigez, Cordélia, pour lequel vous travaillez. C'est le nom de l'équipe. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, nous en dire un peu plus sur ce que vous faites? Vous êtes une des grandes spécialistes françaises, franco-européennes, de la vision artificielle. C'est un sujet que vous suivez depuis plus d'une dizaine d'années. Où en est-on aujourd'hui et que fait votre laboratoire Oui, donc le nom, comme il a montré, le nom de cette hôte, c'est le dieu égyptien du savoir-faire. Donc l'idée, justement, c'est d'aller au-delà de juste avoir des briques de base, mais d'avoir un système ou une combinaison ou un système qui apprend de façon automatique. Donc nous, on est parti, moi je suis spécialiste en vision par ordinateur, et l'idée c'est d'aller au-delà de juste prendre des données et d'apprendre, mais de vraiment avoir un système qui sait comment apprendre de façon automatique. Donc comment trouver des données et apprendre avec ça. Et après, le niveau au-dessus, c'est comment garder ses connaissances et de ne pas à chaque fois reprendre tout de scratch. Donc comment garder les connaissances et après, à plus long terme, peut-être même interagir avec différentes modalités comme le langage ou la robotique, afin de vraiment avoir un concept du monde complet, en fait. Quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit la grande révolution de la vision artificielle, c'est que maintenant ça marche, qu'on a trouvé les moyens de faire marcher. Où on en est aujourd'hui? C'est quoi les prochains défis pour vous? La machine apprend à reconnaître son environnement, apprend à reconnaître des objets. Oui. Donc aujourd'hui, c'est les progrès, c'est que il y a beaucoup de choses qui, il y a 10 ans, qui ne marchaient pas, maintenant ils marchent. Donc il y a des choses comme par exemple la détection de piétons, tous les algorithmes dans les véhicules autonomes, c'est assez fiable, c'est pas fiable à 100%. Donc un des défis, c'est avoir la fiabilité à 100%, parce que finalement, si vous vendez un véhicule autonome, vous ne voulez pas dire une fois sur 10, vous plantez. Même donc une fois sur 1000, oui, ça pourrait être juste risqué pas assez acceptable. Et après, comment expliquer comment marchent les algorithmes. Donc pareil, votre voiture s'arrête tout d'un coup et vous ne savez pas pourquoi, c'est très gênant. Donc il faut au moins expliquer pourquoi la voiture s'est arrêtée et quelles sont les causes et comment l'améliorer. Donc aujourd'hui, pareil, on ne sait pas faire. Donc ça, c'est des choses... C'est un débat chez les chercheurs. Il y a des chercheurs qui disent, Yann Lequin par exemple de Facebook dit on ne sait pas pourquoi, mais après tout, on ne sait pas pourquoi votre chauffeur de taxi a fait une embardée, a fait un tour, et c'est pas grave. Vous pensez que c'est important cette explicabilité, qu'elle sera cruciale pour ces recherches? Oui, si vous avez un accident, au moins, il faut qu'on puisse vous dire pourquoi. Oui, non, c'est très important de savoir pourquoi le système fait quelque chose et quelle est la probabilité, mesurer quelle est la probabilité que ça ne marche pas. Si vous avez juste une boîte noire, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. C'est très désagréable. Peut-être si c'est pour prédire un chemin, c'est pas grave parce que vous faites 5 km de plus, c'est pas grave. Mais si c'est quelque chose qui est clé, comme par exemple les trains ou les avions, il faut que ce soit fiable 100%. Et il faut qu'on ait une mesure, est-ce que c'est fiable ou est-ce que c'est pas fiable? Aujourd'hui, vous pouvez estimer la mesure de certains de vos systèmes à combien? Non, aujourd'hui, ça existe. C'est une des choses qui n'existe pas vraiment. Donc, on a évidemment des mesures comme on peut le mesurer à partir d'exemples, mais on n'a pas d'algorithmes qui peuvent prédire quel est le taux de succès ou on ne peut pas analyser ces algorithmes de façon analytique. D'accord, merci beaucoup. On va continuer sur la discussion sur la voiture autonome. C'est un exemple, c'est l'exemple le plus marquant parce qu'il nous concerne tous, parce qu'on rêve tous, et pas forcément en attendant 2067, comme on le disait tout à l'heure, d'avoir des voitures autonomes. Beaucoup nous les prédisent pour 2025, 2030. Il y a des semi-autonomes, il y a différents niveaux. Chez Renault, Jean-Marc David, où il y a une cellule d'intelligence artificielle dont vous vous occupez. Depuis quand est-ce que Renault s'en occupe et depuis où en est-on de ces recherches-là? Alors Renault s'intéresse à l'intelligence artificielle depuis très très longtemps, sous des appellations différentes, en fonction de l'image que pouvait avoir l'intelligence artificielle selon les époques. On faisait de l'intelligence artificielle ou on faisait d'autres choses. Ce qui a changé depuis quelques années, effectivement, c'est deux choses. C'est le véhicule autonome, et je vais y revenir, mais ce n'est pas que le véhicule autonome, c'est aussi toute la digitalisation. Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données qui sortent de nos processus internes, de conception, de fabrication, l'après-vente? Qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces données qui sont disponibles sur nos clients ou nos clients potentiels, sur le web par exemple, mais aussi la relation client? Et puis, le véhicule connecté. Le véhicule connecté, c'est un formidable moyen de savoir ce que font nos clients avec nos véhicules, donc de mieux comprendre l'usage qu'ils en font. Donc tout ça, ça va nous permettre d'être plus efficaces, j'y reviendrai si vous le souhaitez, mais d'être plus efficaces sur nos processus internes, de concevoir des produits qui sont mieux adaptés aux attentes de nos clients, et puis de proposer des services, de nouveaux services, en particulier des services connectés. Donc ça, c'est tout un pan qui nous motive, et on a créé Renault Digital comme une business unit qui fait aujourd'hui à peu près 300 personnes, dans ce but-là.
Et puis il y a l'autre pan qui est le véhicule autonome. Le véhicule autonome, c'est l'autre motivation pour réinvestir l'intelligence artificielle en l'affichant fièrement. Vous avez déjà tous les deux adressé le sujet et montré les difficultés que ça pose. Donc effectivement, le véhicule autonome, c'est la suite des aides à la conduite, ce qu'on appelle les ADAS. Les aides à la conduite qui sont toujours dans une logique de je vais aider un conducteur à faire quelque chose. Je vais l'aider à se garer, je vais l'avertir s'il se déporte un petit peu et commence à empiéter sur une bande blanche, mais toujours dans une logique d'un conducteur qui est responsable et à qui on va apporter une assistance. Le véhicule autonome commence à adresser un autre problème qui est la délégation de conduite, donc soit dans des conditions extrêmement spécifiques, extrêmement particulières, je suis dans des bouchons, je ne change pas de fil, je roule à moins de 30 km/h. Donc, dans un contexte bien délimité, je délègue la conduite à un véhicule, ou sur autoroute, etc. Quand on va commencer à parler de véhicules qui sont capables de conduire sur différents types de routes, différentes situations, et puis, c'est le Graal, à la fin, sans conducteur du tout, sans nécessité de reprendre en main en cas de problème, là, on est sur une difficulté qui est encore plus importante. Et vous avez cité quelques-unes des grandes difficultés qu'on va avoir. C'est comment peut-on valider le système que l'on va mettre sur la route? Comment peut-on expliquer pourquoi le véhicule a eu tel ou tel comportement? Et ça, c'est absolument fondamental pour que nous soyons en mesure de produire des systèmes autonomes sûrs, fiables et dans lesquels on ait confiance. On a l'impression que dans cette course-là, qui a été rendue possible par l'amélioration de l'intelligence artificielle, les conducteurs se lancent tous un peu en ordre dispersé. C'est-à-dire chaque conducteur, parfois 2-3, mais c'est rare, rarement plus, fait ses grandes annonces, dit en telle année, ça sera en 2025. Certains y vont, notamment sur le fully autonomous, l'autonomie où on pourra lâcher le volant et arrêter de regarder la route, cette espèce de Graal dont vous parliez. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, je vais vous poser la question à vous et je la poserai aussi au professeur, parce que l'Allemagne est un grand pays d'automobile et donc est directement intéressé comme des grands constructeurs français à ce sujet-là. À quel moment est-ce que tous les constructeurs vont décider de normes communes et de process de recherche communes? Alors sur les dates, déjà, ce qui est remarquable, c'est de voir les progrès qui ont été réalisés depuis quelques années. En particulier en vision, en reconnaissance de situation, en reconnaissance d'objets. Donc on est sur une pente aujourd'hui qui est extrêmement impressionnante. C'est réellement très très impressionnant de voir ce qui a pu être fait dans disons, les 5 dernières années. Donc la question est de savoir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'on va tomber sur une asymptote? Et ces techniques de deep learning vont nous amener vont buter sur des limites qu'on ne pourra pas dépasser avec seulement l'utilisation du deep learning, ça c'est une grande question. Ou est-ce qu'on va pouvoir continuer d'aller assez loin comme ça? Donc je pense que honnêtement, il y a une incertitude sur le moment où on va être capable d'amener tel ou tel niveau de prestation. Ce qui est bien, c'est que les spécialistes disent souvent qu'il y a de l'incertitude, les entreprises le disent moins. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'une entreprise qui le dit. On a tendance à avoir des discours très volontaristes. On a des plans, mais on va revenir après sur les limitations, et ces limitations, elles ont été citées, donc elles sont connues. La raison pour laquelle tout le monde, je pense, aujourd'hui, se précipite, si je reprends votre terme, c'est qu'en fait, quand on parle de véhicule autonome, il faut bien comprendre qu'il y a deux logiques différentes. Il y a la logique de la possession. Mon véhicule devient autonome, me propose des fonctions de délégation. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse moi, qui a une valeur pour moi. Est-ce que ça m'intéresse dans les bouchons de pouvoir faire des mails? Est-ce que ça m'intéresse sur autoroute de pouvoir dormir ou de pouvoir faire quelque chose? Et puis il y a une autre logique qui est le véhicule autonome, complètement autonome, dans un système de mobilité. Et ça, c'est une vraie révolution. Le premier, c'est en termes de business, je ne dis pas que techniquement c'est facile, on va y aller par étapes, mais en termes de business, c'est la suite logique de tout ce qu'on a toujours fait en vendant des véhicules, des prestations de plus en plus élaborées. La mobilité as a service, utilisant des flottes de robotaxis, ça, c'est une vraie rupture. Et c'est pour ça, et c'est un autre business. Et c'est pour ça que les accords se font avec d'autres acteurs. Nous avons passé un accord de partenariat avec Transdev pour travailler sur ces sujets. Donc, c'est bien ça, je pense, la rupture que tout le monde surveille et où tout le monde veut se positionner pour pouvoir être un acteur le jour où on sera capable de le faire.
I'm going to turn to you. Je vais tourner vers le professeur pour savoir sur est-ce que vous sentez-vous qu'il y a un besoin que l'industrie aille vers des recherches communes sur ces sujets-là et fasse avancer de façon commune les différents points que vous avez soulevés. Do you need me to translate the question? Yeah, I think the collaboration between academia and industry should be better organized in Europe. I think it's suboptimal in many countries. I think in Germany it has quite a tradition. We work, for instance, DFKI was set up 30 years ago as a public-private partnership. So this is owned by the government, 3 states in Germany, but we have more than 24 shareholders from industry. So the industry is not only consulting, but they actually gave a lot of money for founding the institution. They are in our supervisory board, and I think that helps a lot. But we do this in a pre-competitive way. Back to the cars, we have BMW, Daimler, and Volkswagen, so the 3 competing companies. But because we do, like INRIA, we do pre-competitive work. So only later, you know, these companies go to different markets. Because autonomy for cars needs very high resolution, so maps, what we call learning maps, because the maps have to be sent by the cloud every moment. If there is a construction on the highway, yeah, of course, the car has to be informed. So we need an update of the map. This cannot be done by one company alone. And I think here INRIA is already doing a good job. We heard it this morning from Antoine, how many French, but also international companies already collaborate very closely with INRIA and have a joint lab. I think this is the trend of the future. I think 30 years ago, of course, there was a division between basic research and the industry, but this is no longer the case. Also, we have some industrial labs look at Microsoft Research. They have some of the best researchers worldwide, or Google Research. They recruit very good people, so it does not make sense not to work with them. So these are our colleagues, and they are published on the same high level as we are doing in the research institutions. Donc c'est un monde où la recherche doit être en particulier collaborative et entre des acteurs très différents, pas seulement les universités, les constructeurs et aussi les spécialistes de la recherche au niveau mondial. Merci beaucoup. Yeah. On va continuer dans une autre application tout à fait prometteuse de l'intelligence artificielle et de la vision artificielle, c'est celle de l'analyse de radio. On a beaucoup parlé, on dit beaucoup, je ne sais pas si c'est vrai, vous nous donnerez votre avis, que le métier de radiologue est un des plus menacés par l'intelligence artificielle. Olivier Clat, c'est un domaine où vous êtes un des pionniers puisque votre société Therapixel a développé des outils d'intelligence artificielle d'analyse de radio. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'elle détermine, comment elle analyse et ce qu'elle a réussi à faire jusqu'à présent? Alors nous, on a déjà, je trouve qu'il y a eu une bonne présentation qui a été faite jusqu'à maintenant, parce qu'on a un certain nombre de limitations qui ont été présentées par Cordelia, entre autres. Donc nous, notre société, on développe des algorithmes d'analyse automatique des images et qui en particulier essayent d'effectuer de manière analytique le dépistage du cancer du sein de manière aussi performante que ce que pourrait faire un radiologue. La manière dont on fait ça, c'est qu'on prend des grandes bases de données. Donc une des limitations qu'on a un peu évoquées, c'est que les algorithmes n'ont pas la capacité d'abstraction que peuvent avoir les humains. Donc ce n'est pas avec quelques dizaines de cas qu'ils apprennent, c'est avec quelques millions de cas qu'ils apprennent. Donc il y a déjà tout un travail à faire à aller rassembler ces données. Et puis ensuite, il faut aller apprendre à l'algorithme quand même où aller chercher l'info, parce que contrairement à ce qu'on dit sur des bases de données avec des volumes d'images qui sont assez importants, l'algorithme a du mal à aller chercher l'info. Donc finalement, on utilise l'information qui est issue, je dirais, de décennies de radiologie pour aller guider l'algorithme sur les bonnes informations. Et ensuite, on est confronté à des problèmes qu'on a pu mentionner jusqu'à maintenant, c'est le problème de l'explicabilité. C'est-à-dire donner un score, dire voilà, vous avez telle probabilité sur la base de votre image de développer un cancer. C'est utile, mais ça n'est pas tant que ça, parce que derrière, il y a des décisions médicales qui doivent être prises. Il faut savoir sur quelle je dirais, anatomie, sur quelle localisation a été prise cette décision, parce que derrière, s'il y a un traitement à faire, s'il y a une biopsie, s'il y a une image supplémentaire, faut aller faire ces examens, donc il faut savoir où a été prise la décision.
Ça veut dire, si je vous suis, qu'au départ, on peut, par exemple, entraîner vos algorithmes à travailler sur un domaine particulier, mais qu'ils ne seront bons que dans ce domaine-là, donc ce n'est pas forcément transposable. Et ensuite, qu'il faut travailler avec l'humain pour l'expliquer et que la vision qu'on raconte de, en gros, le radiologue, c'est fini, vous y adhérez pas parce qu'il y a un besoin d'humain derrière? Alors, il y a un point qui est essentiel dans notre métier, c'est que nous, on fait un travail analytique. On sort un score, on ne prend pas une décision médicale. Une décision médicale, je pense que peut-être à l'inverse du véhicule autonome, ça sera toujours un humain et un médecin derrière qui la prendra. Et il y a même derrière des enjeux de responsabilité. Et donc ça, je pense que c'est le point essentiel. Après, c'est vrai qu'on vend beaucoup des algorithmes qui apprennent de manière automatique, intelligente, qui peuvent s'adapter à toutes les images. Nous, notre expérience, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Finalement, il faut bien connaître chaque problématique médicale et il faut aller construire des bases et des algorithmes qui sont adaptés à la problématique. Et votre approche, a priori, elle marche, parce que vous avez eu on peut le dire, vous avez eu un prix il y a quelques mois aux États-Unis avec des compétitions de issues de différentes entreprises sur la mammographie, et vous êtes arrivé avec les meilleurs résultats face à des solutions qui étaient plus générales ou moins spécialisées. Qu'est-ce qui a fait le succès de la solution de Therapixel par rapport aux autres? Alors, je vais en dire 2 mots de ce challenge. Donc, en effet, on a eu la chance de gagner ce challenge, mais avec beaucoup de travail de toute l'équipe. C'était un challenge qui était organisé, il y avait eu plus de 1200 équipes qui ont participé, 650 000 mammographies, donc c'est la plus grande base de données médicales jamais présentée. Et en particulier, on avait des ressources de calcul limitées. Donc Amazon avait mis à disposition son cloud, mais on avait 2 semaines de calcul par étape, et chaque étape durait 2-3 mois. Donc grosso modo, on avait vraiment très peu de puissance de calcul disponible pour arriver à nos résultats. Et au bout de 7 mois de compétition, on a réussi donc à gagner ce challenge et à même améliorer l'état de l'art compte tenu de cette sous-performance. Et finalement, il y a beaucoup d'intelligence qui a été mis pour économiser du temps de calcul. Aujourd'hui, on continue de travailler, on a continué à améliorer ces performances, et là, on ne se retient plus, je dirais, sur les calculs. Je précise que c'est votre équipe, ou vous en tout cas, êtes issu d'INRIA au départ, d'abord. Tout à fait. Et par ailleurs, qu'est-ce que vous visez comme avenir maintenant? Vous avez réussi ça, mais ça ne veut pas dire que votre produit va être accessible tout de suite aux radiologues ou aux médecins. Le chemin va être encore long, malgré la preuve que vous étiez plus compétitif ou plus performant que les autres systèmes. C'est quoi la route ensuite? Tout à fait. Alors, il y a un élément qui est, pour nous qui est important, et je pense qu'Ordelia l'a mentionné. L'intelligence artificielle, ça ne date pas de la semaine dernière, ça ne date pas d'il y a 2 ans. En imagerie médicale, ça fait des décennies qu'il y a des algorithmes qui assistent les humains. La vraie différence entre aujourd'hui et avant, c'est que maintenant, ça marche. Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'on a le meilleur algorithme. Maintenant, sur des tâches cognitives, on s'aperçoit que pour vraiment aider un expert, la seule manière d'arriver à l'aider, c'est d'arriver à une performance d'assistance qui est supérieure à la sienne. C'est-à-dire que si vous mettez 2 systèmes cognitifs entre eux et qui travaillent ensemble, grosso modo, plus vous déléguez du temps à un système qu'on appelle d'intelligence artificielle dont les performances sont moins bonnes que vous, plus vous dégradez vos propres performances. Donc si vous voulez augmenter votre performance, il y a un moment où vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aller développer des algorithmes qui sont au minimum aussi bons que les experts. Donc nous, c'est notre travail du moment. C'est arriver à ce degré de performance, c'est-à-dire une performance moyenne algorithmique qui est supérieure à ce qu'on peut mesurer chez les radiologues. Et sur le cancer du sein en particulier, on a des benchmarks. On connaît aujourd'hui, sur les campagnes de dépistage, la performance des radiologues. Et puis derrière, il y a tout un chemin de marquage, donc d'obtenir les agréments pour aller vendre ces produits. En gros. Tout à fait. Donc c'est comme une voiture, comme un avion. C'est tout aussi d'ailleurs difficile à avoir en santé, peut-être même plus. Et puis derrière, nous, ce qu'on pense, c'est qu'à partir du moment où on arrivera à démontrer ce bénéfice clinique qui n'a jamais été démontré en radiologie jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment ce niveau de performance qui vient aider la performance de dépistage, on pense qu'on va pouvoir les revendiquer des remboursements, similairement en biologie, aller créer des tests algorithmiques qu'on va pouvoir rembourser. Donc vous arrivez sur un marché concurrentiel de médecine avec des autorités qui vont devoir valider tout ça, l'accepter pour le rendre concurrentiel. Et le radiologue, il devient quoi dans tout ça? Alors, j'ai une partie de réponse qui est que récemment, il y a 2 semaines, on a gagné le prix de l'innovation de la Société française de radiologie. Donc on est soutenu par les radiologues. Ils n'ont rien contre vous. En tout cas, ils nous soutiennent. Bon. Ils nous soutiennent et souvent, en fait, la remarque des radiologues, je dirais les plus impliqués, c'est on sait que ça va arriver
Et donc, on veut se trouver dans la locomotive, c'est-à-dire on sait que c'est un train qui va avancer dans tous les cas, et les meilleurs radiologues sautent dans la locomotive pour finalement aider les sociétés comme nous à faire progresser le domaine. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en radiologie, en particulier en France, il y a un déficit important de radiologues. Plus de 4 postes sur 10 dans le public sont non pourvus. Ça, c'est les stats du ministère. Donc, grosso modo, aujourd'hui, il y a un vrai fossé entre l'offre et la demande. On manque beaucoup de radiologues, et demain, un algorithme comme le nôtre ne va pas aller remplacer les radiologues. Il va aller combler un petit déficit qui existe sur une modalité précise, sur une pathologie précise où on peut faire de l'analytique très performant. Nous, on pense qu'il y a plusieurs pathologies qui se prêtent bien à cette, je dirais, à cette automatisation, mais c'est clairement pas toute la radiologie. Jean-Marc David, vous vouliez réagir tout à l'heure au moment où Olivier disait, en gros, nous, on veut mettre un humain derrière chaque intelligence artificielle, un médecin pour valider. Est-ce qu'on ne peut pas le faire dans le cas d'une voiture ? On ne peut pas le faire. Ça dépend. Ça dépend. Si on est dans un système d'assistance au conducteur, on est bien dans cette logique-là. Mais il y a plusieurs choses très intéressantes dans ce qu'a dit Olivier, sur lesquelles je pourrais rebondir. Sur la relation entre le système et l'utilisateur, on a eu des expériences en interne où, dans un premier temps, naïvement, on commençait par chercher à automatiser la tâche, et finalement, on déléguait à l'humain ce que le système ne savait pas bien faire. Et donc, ça donnait un tout qui n'était absolument pas efficace, jusqu'au moment où on a complètement renversé la logique, en disant finalement, on va aider l'utilisateur, le spécialiste, en l'occurrence, c'était des problèmes de planification de production, on va l'aider à prendre des décisions en utilisant la machine pour montrer les conséquences des décisions à travers des réseaux de contraintes, etc. Donc, raisonner entre le système et son utilisateur et essayer d'optimiser globalement est quelque chose d'extrêmement intéressant et qui nécessite d'être travaillé, je pense, encore au niveau académique. Dans notre cas, effectivement, on a bien les deux niveaux, l'assistance, où on a encore un utilisateur, et puis ensuite le véhicule complètement autonome sans utilisateur. Mais dans les deux cas, c'est là-dessus que je voulais réagir, il y a besoin d'expliquer ce qui s'est passé. Et ce besoin d'expliquer, moi l'exemple que j'utilise en interne pour faire comprendre le problème, c'est l'APB. Donc APB pour Volkswagen, c'est un logiciel d'admission post-bac qui oriente les étudiants vers telle ou telle université en fonction de leur choix, de leurs critères de préférence. Tout le monde a besoin de comprendre pourquoi mon enfant a été mis dans telle université et pas dans celle-là qu'il avait demandé. C'est une question de transparence. C'est une question de transparence, c'est une question de compréhension de comment la décision a été prise. Donc les systèmes de décision que l'on va construire à base d'intelligence artificielle, qu'ils soient du côté big data ou qu'ils soient du côté véhicule autonome, ont absolument besoin de pouvoir expliquer comment ils sont arrivés à telle décision. Et puis derrière, on aura aussi les problèmes légaux, en cas d'accident, de pouvoir justifier, etc. Mais ça a été mentionné dans la présentation tout au début, mais c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fondamental. On en est où aujourd'hui, professeur ou Cordelia, de l'explicability, explainability of these systems? Est-ce que c'est réellement des boîtes noires, comme on a tendance à le dire, notamment les systèmes de machine learning, ou est-ce qu'on commence à comprendre et comment on peut améliorer ça? Je ne sais pas lequel des deux souhaite répondre. Yeah, the explanation component is a major obstacle for the current methodology in machine learning. We are working with Google on this problem because otherwise people won't accept it in your domain of medical treatment and so on. So, and in principle, there is no physical law which says this is not possible or mathematically not possible, but actually the current deep learning technology is unable to explain its own reasoning. And I think and this leads us to the problem of combining, let's say, more symbolic reasoning and let's say even knowledge-based systems with machine learning systems. Because going back to the car, of course, no human is able to explain why at a certain moment, he pushed a little bit the steering wheel. This is a closed loop between vision and action. On the other hand, if you say, why did you blink or flash? Then the guy would say, okay, because I want to take a turn. This is a rule-based. You learn not by empirical, training, but you go to a driving school and learn the rules of traffic. And I think it's nonsense. Some of the AI researchers today, in the hype of deep learning, want to learn everything.
but we don't want to learn Einstein's relativity theory or Maxwell's equation again. You know, you learn this at the university or school. And of course, on the other hand, if it's low-level vision processing, speech understanding, of course, we have to do deep learning and for our machines. So I think the mixture is important. for a very narrow exactly. field. And when I have knowledge as a background, of course, then I can explain. And I think we should really go to systems which we call cognitive systems, which are hybrid, which use learning by being told and learning by mass data. So both approaches are important to be combined for machine explanation. Cordelia, vous travaillez vous directement sur ces questions-là d'algorithmes de vision automatique. Quelle approche on donne pour essayer de les rendre plus compréhensibles, plus explicables ou plus fiables? Je pense on a déjà vu pas mal de choses, comment les rendre plus fiables, donc vraiment comprendre leur performance, avoir des mesures de performance, analyser leur comportement. J'aimerais peut-être ajouter quelque chose sur ce qu'on n'a pas du tout discuté, c'est sur le côté progrès. Donc finalement, je me suis posé la question, dans 50 ans, enfin c'est quand même autre chose, mais dans 50 ans, où est-ce qu'on pourrait être et quelles sont les choses qui sont importantes? Parce que c'est la question qui revenait ce matin tout le temps. Juste avant, oui. Et donc je me suis dit, finalement, ce qui est important, bon, la fiabilité c'est une chose, mais l'autre chose c'est vraiment avoir des systèmes qui savent comment apprendre. Donc, ils peuvent apprendre de façon autonome. Donc, ce n'est pas juste l'humain qui dit c'est ça qu'il faut faire, mais c'est des systèmes, donc, ce qui commence par exemple avec, je sais pas qui a dit, le AlphaGo, des systèmes qui peuvent vraiment apprendre comment jouer du Go. Et donc là, ils ont des trucs récents, ils ont des joueurs qui jouent, deux machines qui jouent entre eux pour apprendre. Donc, c'est ça, je pense que c'est ça vraiment le progrès. Ou par exemple, avoir un robot qui explore le monde pour apprendre quelles sont les propriétés des objets. Donc, vraiment apprendre comment expliquer et comment capturer les propriétés. Et donc ça se fait, à mon avis, pas juste en utilisant la vision, mais en utilisant plusieurs modalités ensemble. Donc par exemple, avoir le langage et les robots et la vision ensemble. Donc vraiment avoir ces différentes modalités ensemble pour pouvoir expliquer comment on apprend. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui, on ne sait pas faire, mais je pense que ça sera vraiment la prochaine chose à faire. Donc par exemple, un exemple facile, c'est avoir un robot qui apprend les propriétés de l'objet en juste touchant l'objet. Donc, je pense que c'est vraiment ça le futur. Donc vraiment aller au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui et s'approcher en quelque sorte de ce qu'il sait faire l'humain en fait. Comment apprendre le monde et comment interagir avec le monde et comment s'adapter à des nouvelles situations. Donc, par exemple, vous êtes dans un environnement que vous n'avez pas vu, je vous mets sur Mars demain, vous savez quand même comment interagir avec les différents objets là-bas, même si vous ne les avez jamais vus. Ça, c'est un champ de recherche pour les 50 prochaines années. Oui, je pense. Bon. Et bien, on va terminer sur cette note-là. Je vous remercie beaucoup tous les quatre pour vos interventions. Alors.